20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Pratiques abusives au sein de la justice sénégalaise. Le site Just monte au créneau. Le syndicat des travailleurs de la justice accuse certains magistrats de taxer des audiences a priori gratuites. Examen du BFM 2014. La déferlante de mauvais résultats touche le brevet de fin d'études moyennes. Au centre Anne-Marie Javoué, le taux de réussite dans les deux jurys inférieur à 30%. Une contre-performance que les présidents de jury mettent sur le compte d'un faible niveau des élèves et une mauvaise politique de l'État. Le fils du Khalif général des Layènes appelle les fidèles à préserver la plage de Djamalaï. La famille vient de fixer comme ultimatum la Korité aux occupants de la plage pour déguerpir la sainte grotte de la Lumière. Préparatif de la Korité, avis aux consommateurs, il y aura des oignons en quantité suffisante sur le marché. Seul hic, le prix qui atteint les 400 francs dans certains marchés de la journal. Il s'agit de Lilian Thuram, ancien footballeur international français, président de la Fondation Éducation contre le racisme, qui vient nous parler de son livre Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama. Une interview en fin de journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Ravie de te retrouver. Également. Rebonsoir à tous. Les magistrats accusés d'extorsion de fonds par le site Just, le syndicat des travailleurs de la justice, indexe certains hommes de la corporation de soutirer des sommes dérisoires allant de 2 000 à 3 000 francs CFA par jugement, alors que les audiences en question devraient être gratuites. Une affaire qui éclabousse les tribunaux départementaux de Fatick et de Pikine. Plus d'explications dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Plus de 20 000 audiences foraines taxées entre mars et septembre 2014 par certains tribunaux départementaux. Le syndicat des travailleurs de la justice dénonce. Ce qui a été dit est très clair. Le ministère de la Justice a ordonné la gratuité de la délivrance des jugements des audiences foraines. Et on a dit gratuité. Mais dans les faits, on voit que les justiciables dépensent parfois 2 000 francs ou 3 000 francs pour entrer en possession de leur jugement. Il n'y a pas de gratuité. Et puisque c'est des frais qui ne sont pas prévus nullement, c'est des actes graves, très graves. Alors que si on avait laissé les frais prescrits par la loi, c'est-à-dire 700 francs par jugement, 700 francs qui allaient dans le fonds commun des travail de la justice, aujourd'hui on ne verrait pas ces 2 000 francs qu'on réclame à tort et à travers. Et ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent parce que les audiences foraines produisent beaucoup de jugements. Maître Aye Malik Diop et ses collègues changent cette fois-ci de méthode. Ils privilégient le dialogue responsable avec la tutelle. On avait l'habitude d'aller en grève parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui nous déplaisaient. Mais cette fois-ci, je crois que nous préférons nous en limiter à la dénonciation parce que je crois que c'est plus efficace et ça va préserver les populations de ces désagréments des arrêts du travail. L'Union des magistrats que nous avons joint compte interpeller d'abord ses membres mis en cause dans cette affaire avant de s'y prononcer. Brûlot sur la gendarmerie sénégalaise, les langues se délient de plus en plus après la société civile et les politiciens. Les anciens militaires réagissent. Ils accusent l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, de haute trahison et d'être à l'origine des agissements de certains hauts gradés de l'armée. C'est un reportage signé Ibrahima Kamara et Modou Diop. Les bonnes feuilles du livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaoua sur la gendarmerie continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les anciens militaires accusent l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, d'être à l'origine. Nous nous trouvons inadmissible qu'un chef suprême des armées puisse effectivement persister dans cette erreur-là. Il a essayé une solution, il a vu que ça ne marchait pas, mais il a persisté dans cette erreur-là. Bon, et ce que nous pensons être une haute trahison. Parce qu'en tant que chef suprême des armées qui a le devoir de protéger ces hommes, mais il donne effectivement des moyens de se renforcer aux ennemis de la République.
La crise casamançaise face à la devise de l'armée sénégalaise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. À l'époque des faits, par exemple, les soldats gagnaient 11 000 francs par mois. Le soldat PDL qui faisait leur durée légale. Le soldat qui passe en, disons, ADL, c'est-à-dire qui signe un réengagement, il gagne à peu près le SMIC, ou légèrement un peu plus. Et quand on voit que ces gens-là qui se battent pour que le Sénégal puisse conserver son intégrité, grâce auquel aujourd'hui la Casamance n'est pas indépendante. Parce que si les soldats refusaient de faire leur boulot, mais il y a longtemps que la Casamance serait indépendante. Le poisson commence sa pourriture par la tête. L'État doit prendre les devants, nous confie cet ancien militaire. Notre inquiétude se trouve au niveau donc des élites qui nous ont dirigés ou qui nous dirigent, aussi bien les élites politiques que les élites militaires. C'est eux effectivement qui ne rendent pas la monnaie de la pièce à ceux qui servent la nation au quotidien, au prix de leur vie. Nous, c'est ça notre problème. Mais disons, les subalternes, sont eux qui font marcher la machine. L'armée secouée au plus haut sommet, le feuilleton loin de connaître son épilogue. Éducation, toujours le débat sur les orientations des nouveaux bacheliers encore au devant de l'actualité pour les membres du SAES. L'implication du ministère de l'Enseignement supérieur dans les orientations n'oriente pas l'université. Pour Moustapha Sall, l'instauration de la plateforme campusen.sn fait partie des actes qui ont eu des conséquences néfastes. Parmi elles, la session unique mise en place cette année dans certains départements. Aminata Mbaresso et Youssou Baro. L'orientation des nouveaux bacheliers via la plateforme campusen.sn, une méthode que Moustapha Sall fustige. Ça, c'est quelque chose que le SAES et les enseignants, la communauté universitaire a toujours dénoncé parce que c'est un porte-à-faux avec l'autonomie des universités, notamment avec la loi 94/79 portant sur les franchises et les libertés académiques, c'est-à-dire qu'on puisse choisir nos apprenants. Avant, c'est ce qui se faisait. Pour Moustapha Sall, chargé des revendications au SAES, la plateforme campusen.sn est une entrave aux franchises universitaires. Vous avez des étudiants qui choisissaient d'aller dans une filière, dans une université donnée. Alors, ils mettaient leur choix avec un formulaire et après, on renvoyait le dossier de candidat au niveau du département concerné. Et ce département faisait le choix en fonction des critères avec des pondérations. Avec l'instauration de cette nouvelle méthode d'orientation des nouveaux bacheliers, les conséquences se font déjà sentir. Ça a créé le problème qu'on a actuellement au niveau de l'université. La session unique, parce que justement, par exemple, je donne un exemple. À l'UGB, ils sont restés pendant 2-3 mois sans accepter. Même l'Assemblée de l'université de l'UGB a refusé d'admettre les bacheliers, en disant que ce sont les bacheliers du ministre. Parce qu'effectivement, il n'a pas à choisir. Tous les bacheliers étaient piégés cette année. Tous. Parce que le ministre a raison quand il dit qu'on n'a pas orienté quelqu'un dans une filière qu'il n'a pas demandé. Mais effectivement, parce que dans Campusen, vous avez 6 et il faut 18 choix. Enseignants, syndicalistes du supérieur appellent le ministre de l'Enseignement supérieur à revoir cette nouvelle forme d'orientation afin d'éviter les erreurs notées au cours de l'année universitaire 2013-2014. On reste dans le domaine de l'éducation. BFM 2014, un tableau de performance peu reluisant cette année, dans la même lancée que les résultats du baccalauréat jugés très mauvais. Au centre Anne-Marie Javoué, le taux de réussite au BFM est à moins de 30%. Dans les deux jurys, en dessous de la moyenne nationale, fixée à 31%. Une contre-performance qui s'explique par le faible niveau des élèves, selon les présidents de jury interrogés, mais aussi par une mauvaise politique de l'État. Lamine Djidjou, Youssou Baro. 546 candidats étaient en lice pour le BFM 2014 au centre Anne-Marie Javoué de Dakar. À l'arrivée, seulement 99 ont pu décrocher leur ticket pour le lycée et 74 admis au second tour. Si pour ceux qui ont réussi, il est impossible de contenir sa joie. Je suis très satisfait, je suis très heureux. J'ai bien travaillé aussi. J'ai pas les mots pour... Oui, j'ai eu mon BFM parce que l'année dernière, je n'avais pas pu avoir mon BFM, mais cette année, j'ai déposé ma candidature pour avoir le BFM et je l'ai eu grâce à Dieu. Pour d'autres recalés, déception et désolation restent les sentiments les plus partagés. Avec un taux de réussite de moins de 30%, largement en dessous de la moyenne nationale, les résultats dans ce centre sont plus que jamais catastrophiques.
Un échec que le président des jurys explique par diverses causes. Disons que le niveau est moins par rapport à ce que nous avons aujourd'hui avec le taux de redoublement zéro. Le taux de redoublement zéro, donc par rapport à cela, on peut dire que le taux est moins. Moi, je pense que c'est les conséquences des grèves, les conséquences des grèves des 3 dernières années. Et le résultat se fait payer cash. Pour remédier à cette situation, afin de remettre l'école sénégalaise sur les rails, les solutions ne manquent pas. Bon, il faut que le gouvernement joue son jeu. Vraiment, si le gouvernement joue son jeu, je pense que ça ira bien. Vraiment, je souhaite que mes collègues et le gouvernement trouvent un terrain d'entente pour vraiment assainir le milieu scolaire. En attendant donc de trouver une alternative à ce problème, le taux de réussite continuera de chuter tranquillement d'année en année. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent, de consommation avec cet avis aux consommateurs. Soyez rassurés, il y aura des oignons en quantité suffisante sur le marché pour les préparatifs de la fête de Korité. Seul hic, le prix de l'oignon qui varie un peu trop du producteur au revendeur. Vendu à 250 francs par le producteur, le consommateur doit lui payer quasiment 2 fois plus le kilo d'oignon. Sur le marché, à Tilène par exemple, le kilo est à 400 francs CFA. Salimata Aousek, Youssou Baro. Marché Tilène bondé, des routes sinueuses, chacun se faufile pour se frayer un passage. En cette période de fin de Ramadan, l'oignon est le produit qui inonde le marché, mais trop cher selon les consommateurs. C'est trop cher. Le prix du kilogramme est à 500 francs pour l'oignon et pour la pomme de terre. Le kilogramme a connu une hausse de 50 francs. Prix jugé abordable par ce vendeur. Je vends le kilogramme à 400 francs, ce n'est pas à notre niveau, ce sont les grossistes. C'est normal qu'on augmente les prix, c'est bientôt la fête de la Korité. En tout cas, il n'y aura pas de pénurie, il y en aura pour tout le monde. À côté de l'oignon et de la pomme de terre, le poivron et autres condiments connaissent aussi une hausse. Il y a du poivron, de l'oignon vert, du persil, bref, tout le nécessaire, mais c'est trop cher. Le kilogramme est à 700 francs ou 900 francs. Le marché est bien approvisionné pour les besoins de la fête. En attendant l'arrivée des clients, tous les moyens sont bons pour vendre. Et on reste au marché avec la forte présence du tissu pesé, une alternative à l'achat du tissu complet. Très en vogue, le tissu pesé attire une forte clientèle. Importés d'Europe, ces tissus arrivent au Sénégal par conteneurs et viennent s'ajouter à une grande quantité d'étoffes déjà présentes sur le marché. C'est un reportage signé Mbaké Amar et Modou Diop. Les tissus vendus au pesage sont de plus en plus commercialisés au Sénégal. Au marché Koloban, le prix dépend du modèle et de la qualité. Lin, coton, dentelle, soit digeste, soit guerlin. Le kilo, il y a 2000, 2500, 4000, 4500, 5000 francs. Ici, la clientèle est aussi diversifiée que l'origine de ces marchandises. Je dois les trouver en Italie. J'ai une fois chargé en France et une fois en Suisse, Sénégal, parce que les gens sont découverts que Koloban, il y a des tissus, il y a des originaux, parce que des tissus de conteneurs viennent de l'Europe, alors c'est toujours original. Et tous les responsables de famille viennent ici. Si les hommes se frottent bien les mains, c'est tout le contraire de ce vendeur. Ce sont les vendeurs de draps, de tissus nappes, de rideaux. En cette période de Ramadan, c'est un peu difficile pour nous. C'est un peu difficile pour nous parce que tu peux vendre un seul client, attendre 4 heures de temps, tu peux t'asseoir, tu ne vois personne. Malgré la concurrence des vendeurs de tissus classiques et le marché de plus en plus investi, le tissu pesé continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et puis je vous l'annonçais en titre, nous recevons ce soir sur ce plateau Monsieur Lilian Thuram, l'homme à plusieurs cordes à son arc. Il est ancien footballeur international français, figure montante de la lutte contre le racisme et plus récemment écrivain. Il vient de faire paraître 2 ouvrages, d'abord Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama, puis une bande dessinée, Notre histoire, inspirée par ce livre dont il fait actuellement la promotion à Dakar. Bonsoir Monsieur Thuram. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à
à l'invitation. Alors, si je vous demandais, première question, de résumer votre livre aux téléspectateurs, aux charmants téléspectateurs qui regardent ce 20h, vous leur diriez quoi? Écoutez, c'est assez simple. Lorsque j'étais joueur de foot, je posais des questions aux jeunes enfants. Et très souvent, ils me faisaient comprendre qu'ils pensaient que l'histoire des populations noires commençait par l'esclavage. Et que je leur disais, écoutez, citez-moi un scientifique noir, un intellectuel noir, un explorateur noir, un philosophe noir. Et très souvent, ils n'avaient pas de réponse. Et donc, j'ai pris justement tous ces personnages, hommes et femmes, raconter leur histoire pour justement que les enfants puissent comprendre qu'effectivement, il y a des hommes, des femmes noires qui ont fait des choses extraordinaires dans l'histoire et que l'histoire des populations noires, effectivement, ne commence pas par l'esclavage, mais remonte à des siècles, notamment avec des pharaons noirs comme Taharqa. Donc ça passe par l'éducation, on leur fait connaître ces figures emblématiques qui ont marqué l'histoire, justement. Effectivement, c'est vrai que lorsque on s'attarde un petit peu, on voit que l'inconscient collectif, malheureusement, du monde présente les personnes de couleur noire dans une certaine infériorité. Et pour changer les choses, il faut apprendre à connaître l'histoire, parce que malheureusement, l'histoire est racontée d'une façon négative concernant les personnes de couleur noire. Et je crois que nous devons, nous, parents, donner de la nourriture intellectuelle aux enfants, notamment donner une éducation qui va permettre de développer encore une fois l'estime d'eux-mêmes et qui vont pouvoir avoir des personnages dans lesquels ils vont pouvoir se projeter, dans lesquels ils vont pouvoir se construire. Et voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Et ce livre a été traduit en italien, en espagnol, en portugais. Et à chaque fois, les personnes me disent, voilà, Monsieur Thuram, je pense qu'il aurait été intéressant que je puisse rencontrer ce livre plus tôt. Parce que ça m'aurait permis de changer ma façon de voir le monde. Alors ce livre, justement, on va en reparler plus amplement tout à l'heure, mais on parle d'autre chose qui vous intéresse également, c'est la lutte contre le racisme, un engagement qui vous tient à cœur. Je rappelle que vous avez créé en 2008 la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Alors on sait qu'enfant, vous avez quitté votre Guadeloupe natale pour la banlieue parisienne. J'aimerais savoir si ce déménagement a eu un impact sur la façon dont vous abordez le racisme dans vos essais. Écoutez, oui, effectivement, lorsque je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans, je dis souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce qu'effectivement, la grande majorité des gens avaient la même couleur de peau que moi aux Antilles. Et en fait, je suis devenu noir dans le regard de l'autre. Parce qu'on devient noir dans le regard de l'autre, avec tous les préjugés négatifs qu'il y a sur la couleur de peau. Je me souviens très bien, un jour, je rentre à la maison, je demande à ma mère pourquoi les personnes de couleur noire sont vues négativement. Et elle m'a dit, oui, tu sais, mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et ça m'a permis de me questionner, de comprendre que le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est avant tout un conditionnement historique. Et que chacun de nous, parfois, nous sommes conditionnés à penser les inégalités. Et je crois qu'il est très important pour tous les parents qui ont des enfants qui auraient la peau foncée, il faut les prévenir, leur dire, voilà, mes enfants, peut-être que vous allez grandir, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités, notamment intellectuelles. Sachez que c'est faux. C'est l'histoire qui le veut. Et malheureusement, beaucoup de parents ne font pas ce travail-là. Et alors justement, Lilian Thuram, ça fait bientôt 7 ans que vous avez créé votre fondation Éducation contre le racisme et vous posez des actions en faveur donc, de la lutte. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les choses sont en train de changer et surtout avec la récente montée du Front National aux européennes? Écoutez, tout d'abord, pour analyser le changement autour du racisme, il faut analyser les choses sur une longueur historique. Je dis souvent que mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Ma mère est née en 1947 pendant la ségrégation, pendant la colonisation. Moi-même, je suis né en 1972 pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, on voit que les choses ont évolué. Et je crois qu'il faut simplement dire aux gens que chacun de nous, nous devons nous questionner à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour changer les mentalités. Parce que trop souvent encore, il y a des personnes qui disent, voilà, il y a certains qui ont lutté pour la décolonisation et les choses vont mieux. Écoutez, je crois que chacun de nous, encore une fois, nous devons faire des choses. Par exemple, je pense qu'un livre comme cela, ce serait intéressant qu'on puisse éduquer les enfants. Que ce livre, par exemple, en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs qui travaillent avec ce livre pour justement essayer de déconditionner certaines choses. Parce que, encore une fois, le racisme, c'est avant tout des hiérarchies faites entre les personnes selon la couleur de la peau. Et je crois que nous devons
aborder ce sujet sérieusement et donner encore une fois de la nourriture. Alors, donc il y a moins de racisme aujourd'hui que lorsque mon grand-père est né. Selon vous, qu'est-ce qui explique la montée du Front National? Ben ça, c'est simple, vous savez. Hein, le Front National, que ce soit, je dirais, en France ou dans d'autres pays, c'est avant tout des personnes qui veulent s'octroyer des droits. Parce que souvent, c'est-à-dire, le discours du Front National, c'est-à-dire, je passe avant toi. Parce que je suis de cette couleur, parce que je suis de cette nationalité. Et le racisme, encore une fois, c'est exactement comme le sexisme. Le sexisme, c'est je passe avant toi parce que je suis un homme. Et donc, je crois que parler du racisme, c'est avant tout parler du sexisme, parler aussi de l'homophobie. Parler du racisme, c'est aussi parler de l'affaire Taubira, donc, qui a connu son épilogue d'ailleurs avec l'ancienne candidate au Front National qui a écopé de 9 mois de prison ferme, 50 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour des propos racistes. C'est une condamnation, on va dire, jugée assez sévère pour certains. Est-ce que vous partagez le même avis? Ben écoutez, tout d'abord, ceux qui jugent sévère la condamnation, c'est parce qu'ils n'ont jamais subi le racisme. Moi, pour ma part, je pense que la condamnation n'est même pas assez sévère. Voilà, parce que je crois qu'à un moment donné, nous sommes en 2014, il faut éduquer les gens à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, que la société ne peut plus accepter. Voilà. Alors Lilian Thuram, vous avez été membre du Haut Conseil à l'intégration. Justement, l'intégration, on en parle. Avec cette polémique autour du capitaine de l'équipe de France, Karim Benzema, alors à qui on reproche de ne pas avoir chanté l'hymne national, une polémique donc qui remet au goût du jour les questions liées à l'immigration, à l'intégration en France. Comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous pensez vraiment que le débat mérite d'être posé? Ben écoutez, non, je crois que ça ne mérite pas un débat. Je dirais chacun est libre de chanter au nom la Marseillaise. Voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose hein, de ne pas chanter. Voilà. Nous restons toujours sur cette vague de l'immigration. Aujourd'hui, on a un président comme Jacques Chirac qui a un peu représenté la France-Afrique, Sarkozy un peu moins, Hollande. Si on vous demandait aujourd'hui de dresser un bilan de Chirac à Hollande, quel est le président selon vous qui a été le plus ouvert aux questions d'immigration? Écoutez, moi je dirais que le vrai problème de l'immigration, c'est avant tout questionner les présidents africains. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font pour que les personnes restent chez eux? À quel point ils aiment leurs gens? Parce que c'est ça en fait. Et je dirais que c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est pas tellement la vision que peut avoir M. Hollande ou M. Sarkozy ou M. Chirac. Alors parlons des présidents africains. Justement, en parlant des présidents africains, vous avez été reçu par Macky Sall. Alors est-ce que c'était votre première fois déjà au palais de la présidence? Est-ce que vous avez eu surtout l'occasion de lui poser cette question, ce qu'il fait pour son pays, ce qu'il fait pour retenir les Sénégalais écoutez, on n'a pas abordé ce sujet. Non, c'est pas la première fois parce que j'étais peut-être venu aussi lorsqu'il y avait M. Ouad. Mais je dirais que nous avons eu une discussion qui est assez intéressante sur quelque chose qui m'interpelle à chaque fois quand je viens dans des pays africains et qu'on dit que la langue nationale est le français. Et moi, je trouve ça très, très intéressant parce que je me dis, effectivement, imaginons que je suis en France et que tout d'un coup, on dise que la langue nationale, c'est l'allemand. C'est un peu bizarre. Parce que je pense que la première des choses, lorsque on analyse un peuple, c'est la langue, ce qui crée des liens entre les gens. Et je crois que si demain, vous voulez éduquer toute une population, il est préférable d'éduquer cette population en langue maternelle. Même s'il y a plusieurs langues maternelles, quitte à faire des éducations différentes en touchant toutes les langues. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je pense, encore une fois, derrière la langue, il y a l'estime de soi. L'estime de soi. Et surtout, ce qui me semble dangereux, c'est lorsque vous éduquez toute une population dans une langue qui n'est pas vraiment sa langue maternelle, vous l'éduquez au départ. Vous l'éduquez au départ et peut-être à pas une meilleure estime d'elle-même. Mais avec le président Macky Sall, donc c'était juste une visite de courtoisie ou vous avez évoqué des sujets, des projets peut-être Nous avons abordé le travail que je fais au sein de la Fondation Éducation contre le racisme. Nous avons abordé ce livre. D'ailleurs, vous pouvez le montrer face caméra pour qu'on voit la belle couverture. D'ailleurs, il a dit que en fait, l'État allait
acheter des livres pour justement le redistribuer aux plus jeunes. Donc voilà, nous avons abordé ce sujet-là parce que effectivement, je pense que dans tous les pays africains, ce sujet est très important. Voilà. Et il y a des choses quand même que, étant étranger, lorsque j'arrive dans un autre pays, ça m'interpelle. Par exemple, on n'a pas parlé de ce sujet-là. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est les enfants qui sont dans les rues et qui mendient. Et ça, je dois avouer que c'est très choquant parce que je me dis, un pays qui a connu la colonisation, qui a connu une certaine maltraitance, je trouve que c'est une vraie réflexion. C'est-à-dire une société... Ce sera peut-être l'objet de votre prochain ouvrage. Ah, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'une société qui accepte cela doit se poser des questions. On va terminer quand même sur votre première casquette, on va dire, celle du footballeur, parce qu'on ne peut pas avoir un footballeur de votre niveau sur le plateau sans parler de la Coupe du Monde. Je rappelle que vous détenez d'ailleurs le record masculin de sélection en équipe de France, sélectionné 142 fois, on vous tire le chapeau. Alors, que pensez-vous de la prestation des équipes africaines à cette Coupe du Monde? Ben, écoutez, moi, ce qui m'a interpellé quand même, c'est le fait qu'il y ait des équipes qui partent à la Coupe du Monde et qui n'avaient pas réglé les problèmes de primes. Là encore, c'est un regard, je dirais, très négatif pour le continent africain. Je ne sais pas si c'est la faute des joueurs ou des dirigeants, mais ça renvoie une image peu sérieuse. Et je crois que si vous voulez affronter un événement et essayer d'aller le plus loin possible, il faut tout régler avant. Après, que les équipes africaines n'arrivent pas très loin dans la compétition, c'est tout à fait compréhensible parce que pour arriver très loin dans la compétition, il faut avoir des très grands joueurs dans votre équipe. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les équipes qui arrivent en demi-finale ou en finale ou qui gagnent, c'est l'Allemagne, avec énormément de grands joueurs. En demi-finale, vous avez des joueurs comme Messi. Et donc, j'espère que dans les années à venir, les équipes africaines auront des joueurs de très haut niveau. Quelques mots sur la prestation des Bleus? Ben écoutez, la France, pour ma part, j'ai été très heureux de voir l'équipe de France se comporter comme elle s'est comportée, parce qu'on avait vraiment une équipe avec une forte cohésion. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était aussi sortir de l'image de 2010, où il y avait eu... l'épisode de Nice. Voilà, l'épisode de Nice. Merci beaucoup, Lilian Thuram. Je rappelle que vous étiez notre invité ce soir, que vous êtes à Dakar dans le cadre de la promotion du livre, que vous pouvez me remettre pour que j'en fasse de couverture, dans le cadre de la promotion du livre Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama, qui précède, je rappelle, notre histoire, une bande dessinée dont vous avez fait d'ailleurs paraître le premier tome. Au fait, à quand le prochain? Ben écoutez, nous sommes en train de travailler dessus et ça va sortir bientôt en France. Merci beaucoup d'être passé dans le journal de TFM ce soir et nous parlons à présent de tout à fait autre chose, de religion, on va dire, que les occupants de la plage de Djamalai se le tiennent pour dit. La communauté laïenne vient de fixer comme ultimatum la fête de Korité aux occupants de cette plage pour déguerpir la sainte grotte de la lumière. Le fils du Khalif général des Layènes appelle tous les musulmans à préserver le lieu de Seydina Limamoulaye, Pape Faraning et Djibrilaï Diop. La sainte grotte de la lumière a un jet de pierre de ce lieu saint, des baigneurs à moitié nus, des images que la communauté laïenne n'aime plus voir dans leur domaine privé et se disent prêts à tout. Enfin, s'il faut y aller avec une certaine force, je prendrai toutes mes responsabilités parce que je suis la personne morale. Et je me donnerai moi-même. S'il faut prendre quelqu'un ou s'il faut emprisonner quelqu'un, je me donne totalement. Je mets ma vie en jeu par rapport à cette situation. Indexés, les occupants de la plage se défendent et n'y voient aucun inconvénient car ce lieu est leur gagne-pain. La plage appartient à tout le monde et nous en avons besoin. Il nous arrive parfois d'y amener nos clients pour visiter ces lieux saints. Baïla est là pour tout le monde. La communauté laïenne impute la responsabilité à l'État qui a laissé faire et pourtant, disent-ils, avait prévenu toutes les autorités compétentes. Les gens se sont tout simplement installés et nous assistons à pas mal de dérapages, notamment la drogue, chanvre indien, le nudisme, nuit et jour, et même des scènes de rodéo en voiture que
tout un chacun peut témoigner. En fait, un comportement qui frise l'insolence, tout simplement réclamant la main de l'État sur la gestion de ce lourd fardeau que nous portons depuis des années. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu suite, ni par le gouvernement précédent, ni par ce gouvernement qui est actuellement là. Les Lions donnent un ultimatum tout juste après la Korité aux occupants de la plage pour déguerpir, sans quoi ils vont sévir. La page des sports que nous ouvrons avec cette passation de service. Mbagnick Ndiaye quitte le ministère des Sports. Il est désormais remplacé par Makhtar Ba qui se fixe comme principal objectif de terminer les chantiers inachevés du ministre sortant, mais aussi de jouer les matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN 2015 au stade Léopold Sédar Senghor. C'est un compte-rendu signé Chartidiane John et Mardian. Makhtar Ba a reçu le témoin de son prédécesseur. Après 1 an et demi au département du sport, Mbagnick laisse derrière lui plusieurs chantiers inachevés et des projets en gestation. Demba Diop, parce que tout le matériel est arrivé de France pour à peu près 600 millions. Nous avons réfectionné le stade Amadou Barry. C'est l'une des plus belles infrastructures à l'heure actuelle. Mais vous avez également les stades régionaux qui ont été achevés dans le cadre de la coopération chinoise. Vous avez Matam, vous avez Saint-Louis, vous avez Louga, Fatick, Caroline. Et le stade Aline Sitoé qui est en réflexion, le stade de Kaffrine, le stade de Sédhiou et le stade de Kédougou. À ce niveau, les études sont déjà terminées et je crois que nous allons véritablement y arriver. Cette cérémonie de passation de service a été une occasion pour le nouveau ministre des Sports de décliner sa feuille de route. Où tout se décline en priorité et en urgence. Les infrastructures sportives, les compétitions internationales, le développement du sport à la base, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations juniors, le chantier des textes législatifs et réglementaires, le sport à l'école, le financement du sport, le déficit chronique du département en ressources humaines. De façon plus spécifique, les travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, l'arène nationale et le stade Demba Diop. L'énumération est loin d'être exhaustive, mais elle illustre avec éloquence la place centrale qu'occupent les infrastructures dans toute politique de développement. Il est annoncé pour bientôt la mise en place d'une fondation du sport sénégalais qui bénéficiera d'un fonds national. Et puis on parle de basketball. Le Saint-Louis Basket Club remporte la finale de la Coupe du Sénégal chez les dames. Les Saint-Louisiennes ont battu le Duc en finale avec un score de 63-61. Un 4e sacre consécutif au bout d'un match à rebondissement. Un compte rendu d'Abdou Aziz Khan et de Youssou Barou. Voir les joueuses du Saint-Louis Basket Club jubiler à la fin d'une finale est souvent courant, mais cette victoire des Saint-Louisiennes a certainement plus de saveur vu la physionomie du match. Car le Duc a cru mettre la main sur la coupe, menant la partie de bout à bout. À la pause, le score est de 35-25. Le Saint-Louis Basket Club réduit l'écart à la fin du 3e quart-temps et revient à 5 points. Le match se joue à 9 secondes de la fin. Les Saint-Louisiennes accusent un retard de 2 points, mais parviennent à arracher les prolongations. Et c'est dans ces prolongations que le Saint-Louis Basket Club arrive à prendre pour la première fois l'avantage au score, suffisant pour décrocher une 4e victoire d'affilée en Coupe du Sénégal. Score final 63-61. Le Saint-Louis Basket Club, c'est un club formateur et cette victoire-là, nous la dédions à ces formateurs, à Sassen, à les Warablo, les Ablaye Ndiaye, les Ndiagalo et autres. Et maintenant, on s'attendait à un match difficile. Jouer contre le Duc, ce n'était pas facile parce que c'était une équipe qui n'avait pas encore de défaite. Donc il nous fallait faire tout, nous dépenser pour aller à la victoire finale. Une victoire acquise grâce à la performance de haute facture livrée par Diary Diouf, meilleure joueuse et meilleure marqueuse du match avec 19 points. Je suis une joueuse qui écoute les dirigeants et mon coach. Chaque jour je suis avec mon coach. Même hier je lui ai dit, coach, demain, Inch'Allah, on va rapporter le coup. Inch'Allah. Il m'a dit comment on va faire pour remporter. Je lui ai dit, fais confiance en nous. Nous sommes des joueurs.
Et nous sommes des filles qui parlent toujours. Même le ramadan, on s'entraîne 2 fois par jour. On a joué avec l'intelligence au 4e quart-temps et la prolongation. Le Saint-Louis Basket Club aura une semaine pour savourer son sacre, digérer et se remobiliser du côté du Duc, car les deux équipes se retrouvent samedi pour la finale du championnat. Basket toujours, mais cette fois-ci chez les hommes, les Lions à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h, le bulletin d'information, l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Agréable suite de programmes sur cette antenne et à demain.